En cette fin d'année, c'est l'heure de faire le bilan des meilleurs films 2024, et cette fois-ci, on s'attaque aux films de streaming, un sujet qu'on a également peu abordé dans l'année. On fera évidemment l'habituel top 10 en équipe et en débat dans les prochains jours, mais pour l'heure je vais me concentrer donc sur quelques petits tops personnels qui sont comme d'habitude un mix entre ma propre appréciation personnelle des sujets, du style et de l'intrigue, puis des observations disons un peu plus objectives. Et donc cette fois-ci, on s'attaque aux films de streaming en prenant la définition de film de streaming un peu plus large, c'est-à-dire pas juste un film qui est conçu pour le streaming, mais tout simplement les films qui ont été disponibles en streaming en France. Donc pas les films qui sont actuellement en streaming, mais les films qui sont sortis en streaming. Donc évidemment les films qui sont produits et diffusés par Netflix, etc. Mais aussi certains films qui étaient peut-être des films de salles de cinéma dans d'autres pays, et qui en France sont sortis en streaming justement pour des différentes raisons de droits de diffusion, etc. Donc, on commence par quelques petites mentions en Europe très rapidement, avec les films de Guy Ritchie, Le ministère de la sale guerre en VF, ou The Ministry of Ungentlemanly Warfare, qui était vraiment pas l'un de ses meilleurs, mais il y a quand même de bons moments, donc bon, voilà, je peux le mentionner. Le film Rebel Ridge, qui était sympa sur Netflix, c'était un bon film, alors assez balisé, un film un peu revanchard, etc. Mais honnêtement, c'est bien fait dans ce que fait. Le film, en fait, ne fait rien de révolutionnaire, mais fait tout ce qu'il fait très bien, donc on n'a pas des scènes de combat ahurissantes et tout, non, c'est cohérent, c'est crédible, donc c'est bien. En vrai, j'étais assez surpris, moi je m'attendais j'avais plutôt zéro attente et je m'attendais à être assez déçu en le voyant, et j'avais vu des bons retours aussi, et non, en vrai, très agréablement surpris. Un autre film Netflix, c'est The Three Daughters, les trois filles, film pour le coup bien plus intéressant et travaillé au niveau de son scénario. Je trouve le rythme manque un petit peu, enfin ça manque un peu de rythme notamment au début, mais en vrai c'est bien joué, c'est une bonne histoire à huis clos dans un appartement, enfin bon, et aussi dans la cour de l'immeuble, mais il y a une très bonne séquence vers la fin, et ça te pose de bonnes questions sur la famille, la sororité, et puis même juste l'héritage familial. Donc non, en vrai c'est un film intéressant. Après voilà, c'est pas mon préféré, mais c'était pas mal. Pour rester dans les films Netflix, il y avait le cercle des neiges, je crois, de Society of the Snow en début d'année, qui était aux Oscars d'ailleurs, ou cette année un autre film Netflix qui pourrait aussi être aux Oscars, ça sera The Piano Lesson, je sais pas, on verra, mais ça reste des films intéressants et assez durs. Et oui, pour finir ces mentions, je citerai quand même The Book of Clarence, ou le livre de Clarence, le nouveau film de James Samuel, je crois qu'il s'appelle, le réalisateur qui avait fait The Harder They Fall. C'est toujours aussi musical que son précédent, mais c'est moins réussi, le mélange musical et intrigue, etc. Ça va plus loin en même temps, c'est un film qui vraiment est très intéressant à décortiquer, mais je pourrais pas dire si j'ai aimé ou pas aimé le film. Il y a des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'autres pas trop, et c'est un film assez anachronique par moments, notamment dans ses musiques évidemment, mais même sur certains trucs, ça change complètement certains points de l'histoire, et il y en a d'autres, donc du coup, à certains moments on peut croire qu'on est complètement dans une satire ou un truc humoristique, et d'autres c'est hyper sérieux sur l'aspect religion et l'aspect historique de Jésus, de cette époque-là, de Nazareth, de l'Empire romain, etc. Donc un film qui mélange beaucoup les genres et les tons, au point peut-être de un petit peu trop les mélanger, du coup on sait pas trop sur quel pied danser, mais sinon l'idée est pas mal, donc c'est typiquement une mention honorable. C'est pas l'un des meilleurs, mais c'est intéressant quoi. Donc un petit top 5, rapidement. Le cinquième, c'est donc American Fiction, ou Fiction à l'américaine en VF. Ça a quand même eu le prix du meilleur scénario adapté aussi bien au BAFTA qu'aux Oscars l'an dernier. Et il faut dire que c'est une très bonne histoire, hein. C'est assez riche. Ça critique la pauvreté recherchée par le marché littéraire, mais aussi ça parle de l'identité noire et de sa perception aujourd'hui, et de l'hypocrisie du lectorat blanc. Enfin, c'est assez comique, enfin c'est même très comique par moments. Après ça rajoute toute une dimension sur les dynamiques dysfonctionnelles au sein d'une famille, et du coup l'étude de l'ego d'un auteur. Donc en vrai il y a beaucoup de sujets. Je comprends que c'est pu plaire aux scénaristes et aux membres de l'académie et tout. Moi je trouve que les sujets, enfin
Et je le mets dans mon top, hein, c'est quand même voilà, une très bonne histoire. Et c'est d'ailleurs très bien joué par Jeffrey Wright. Mais je trouve qu'il avait besoin aussi d'un rôle principal comme ça, c'est largement mérité pour lui. Mais Oscar du meilleur scénario, faudrait que je revoie ce qu'il y avait dans la catégorie l'an dernier, mais voilà, ça reste pas l'un des films qui me restera en tête pendant des années, mais je pense qu'il y a un petit peu beaucoup de sujets il y aurait peut-être eu moyen de faire un film sur un ou deux de ces sujets seulement, mais bon, ça c'est mon avis personnel. En tout cas, ça reste un film très intéressant. Bon, après on est dans les films de streaming, donc mon numéro 4 c'est un pur film de streaming, parce que ça c'était quand même un film qui est sorti sur Prime en France, mais c'était un film de cinéma aux États-Unis. Donc mon numéro 4 c'est Hitman. Là on est sur une très bonne comédie policière et romantique qui est sortie cet été sur Netflix et Canal+ aussi je crois en France. C'est l'histoire d'un professeur de philosophie un peu à part qui joue les techniciens de la police à mi-temps, mais en fait il va se retrouver à devoir jouer un faux tueur à gages. Et étonnamment, il va y prendre assez rapidement goût et construire une multitude d'identités factices. En gros, son but, c'est d'attirer les aspirants criminels. Il organise donc les rencontres, et il se déguise avec tout un tas de déguisements exotiques, et les enregistre secrètement pour les arrêter ensuite pour tentative de meurtre. Et du coup, ça donne l'occasion à Glenn Powell, qui est un acteur qui est vraiment en vogue en ce moment, qui en plus a coécrit le scénario là, de se déguiser, de changer d'identité et du coup de varier pas mal son jeu, donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis il y a du suspense pour l'aspect thriller policier, mais c'est aussi dans une vraie légèreté très agréable, avec ça mélange un peu les genres, il y a de l'humour et du romantisme, avec une vraie romance avec Adria Arjona, ça marche très très bien. Et ouais, c'est Glenn Powell porte le film, entre humour, action par moment et tout simplement mystère et thriller, parce que on y prend goût à cette mascarade en fait de pièges policiers. C'est assez rocambolesque, mais ça marche très bien. Le numéro 3, c'est un autre film qui n'est pas un film conçu pour le streaming, mais bon, qui est arrivé en France, je crois parce que le distributeur STX a cessé d'exister, donc il n'y avait pas de droit de diffusion en France. Bon, bref, c'est arrivé sur Prime. C'est Ferrari, le film de Michael Mann. Alors, c'est pas tout à fait le biopic auquel on peut s'attendre sur Enzo Ferrari. En général, un biopic, ça prend peut-être pas du début de la vie, mais voilà, du début de la carrière jusqu'à la fin. Là, c'est un biopic qui se passe sur une seule année, 1957, et c'est vraiment un drame crépusculaire plus qu'un vrai biopic en soi. En fait, ça dresse le portrait mortifère et hanté d'Enzo Ferrari. Et donc sur cette année 1957, qui est donc une année charnière pour lui, mais en fait, on peut s'attendre à un film de course avec voilà, l'écurie Ferrari, et du coup un film un peu à la Ford versus Ferrari, ou Le Mans 66 en VF, mais en fait pas du tout, c'est un film aux couleurs ternes. D'ailleurs il y a une très belle photo, hein. C'est le chef opérateur de David Fincher. Mais il y a pas, on peut s'attendre à un film de course, entre suspense et spectaculaire, mais en fait ici c'est plutôt le sentiment d'instabilité et de précarité et de risque qui domine. Et donc, ouais, comme je disais, la mort, c'est vraiment un thème central du film, puisqu'au départ, on est... Je crois que la première scène du film, c'est dans le mausolée familial. C'est peut-être pas la première scène, mais en tout cas, ça donne le ton directement du film, puisque entre la mort de ses parents, la mort d'un enfant, et puis la mort comme risque principal des pilotes de course à ce moment-là, il y a ce poids de danger, ce poids mortifère sur le personnage, rajouté au poids social, puisque toute la société italienne l'encense, et même l'église le voit un peu comme le nouveau Jésus, et du coup il y a toute cette pression sur le personnage qui est au bord de l'implosion en fait, et donc c'est une sorte de... Ça reste un biopic, mais c'est quand même sur une seule année et sur une seule thématique, donc c'est quand même un biopic assez atypique et bien construit. Et s'il était sorti en salle, je pense qu'il aurait vraiment fait plus de bruit en France. Il a un petit peu disparu des radars, ça se comprend, mais voilà. Mon numéro 2, c'est un film Netflix, pour le coup qui est sorti sur Netflix et pour Netflix. C'est un vrai film de streaming, et c'est exactement ce que devrait être un film de streaming à mon sens. C'est Carry On. Un vrai film de Noël à la Die Hard, porté par Taron Egerton et Jason Bateman dans un rôle un peu à contre-emploi, hein, qui est quand même surtout connu pour des films comiques, même si c'est vrai il a joué d'autres rôles, mais là il joue un personnage qui doit quand même être lambda, ça peut pas être un grand méchant, genre Dwayne Johnson ou je sais pas quoi, qui serait pas crédible, mais là c'est un gars qui peut se fondre dans la masse à l'aéroport, et en même temps qui joue bien le manipulateur. Donc non, c'est un vrai thriller où la tension est très très bien rendue de bout en bout, notamment grâce à un superbe montage. Le scénario est aussi plus malin que ce à quoi on peut s'attendre.
notamment le personnage de Sophia Carson, il pourrait être très archétypal et finalement il l'est pas trop. Le personnage de Taron Egerton et ce rôle d'agent de sécurité d'aéroport, voilà, c'est pas son plus grand rôle, hein. C'est sûr que dans Rocketman il livre une prestation, une performance bien plus variée, mais honnêtement il joue très bien ça et il porte cette tension dans le film, donc c'est vraiment très réussi. En vrai, c'est un film qui reprend certains codes conventionnels, mais qui les exploite particulièrement bien. Et du coup, le résultat final, il est très fun, très divertissant, très captivant. La fin est ok, un peu conventionnelle, mais honnêtement, on passe un très bon moment. Et c'est exactement ce que j'attends d'un très bon film de streaming. En plus, c'est sorti avant Noël, ça se passe le 24 décembre à Los Angeles. Donc c'est parfait pour ce moment-là, et ça a totalement sa place dans cette petite liste. On passe ensuite au top 1. Et là, le top 1, c'est à nouveau un film qui n'est pas censé être un film de streaming, mais qui sort en France. Je sais plus sur quel service de streaming il est sorti, mais c'est un film norvégien. Je crois qu'il est sorti directement sur Canal, à vérifier. Mais c'est The Arctic Convoy. Et c'est un film historique de guerre, en fait, sur un convoi scandinave civil qui fait route en 1942 vers le port de Mourmansk et qui donc s'expose au risque d'attaque de la marine allemande. Et en fait c'est un petit peu comme le film Greyhound avec Tom Hanks qui est sorti il y a quelques années sur Apple TV, sauf que c'est beaucoup moins orienté sur l'action, c'est beaucoup plus orienté sur les dynamiques internes au navire et les dissensions et les désaccords et les doutes des différents personnages. Et la tension est pareil, très bien gérée du début à la fin. Mais en plus de la tension, il y a vraiment des bons développements de personnages. Et puis il faut dire qu'il y a aussi des bonnes scènes d'action, que ce soit des scènes de bataille ou voire des scènes de déminage, etc. en mer, qui sont très bien réalisées pour un film. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte à quel point ce film a un tout petit budget et ce qu'il arrive et la qualité de ce qu'il arrive à faire. Quand on compare ça à Greyhound, ok, il y a beaucoup plus de batailles dans Greyhound, mais je crois que ça a 10 fois le budget des Arctic Convoy. Et c'est tout aussi prenant, et celui-là peut-être même plus intéressant au niveau des personnages. Donc non, très bon film. Et encore une fois, c'est assez dommage qu'il soit sorti directement en streaming. Mais bon, c'est pour ça que ce top est intéressant pour pouvoir mentionner ce genre de film. Donc voilà, The Arctic Convoy, top 1 des films streaming de l'année. Choix peut-être un petit peu atypique, mais c'est mon top 1. Et pour ce qui est du reste, on se retrouvera bientôt pour d'autres tops, que ce soit les films blockbusters ou les films d'animation. Évidemment en fin de semaine pour le top 10 tant attendu en équipe et en débat. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt.